Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Écosse. Alors, Monsieur Mountbatten, le duc d'Édimbourg, est mort. Alors, qu'a-t-il d'Écossais avec Monsieur Mountbatten? Rien. Rien, puisqu'il est grec, d'origine allemande danoise, tout comme la couronne d'Angleterre, d'origine allemande. Et il a hérité ou obtenu le titre de duc d'Édimbourg par mariage avec la reine d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande du Nord. Alors, pour les Français, l'Écosse a quelque chose de mystérieux, de romantique. Un lien historique profond marque nos deux pays, la France et l'Écosse. Mais qu'est-ce que l'esprit écossais? C'est quoi les clans? L'histoire de l'Écosse, son lien avec la France, sa lutte contre le voisin anglais, l'anglo-saxon. Alors l'Écosse est un petit pays, aujourd'hui peuplé de 6 millions d'habitants, et la diaspora écossaise dans le monde se réclamant une origine écossaise, une appartenance à un clan, serait aux alentours de 30 à 40 millions d'individus. Bien évidemment, la majeure partie est aux États-Unis, mais également en Amérique du Sud, comme le Chili, la Pologne et la France, bien évidemment. Alors le lien avec la Pologne est intéressant puisque c'est lié à la dernière grande révolte jacobite, avec le roi venu de Pologne, ce jeune roi, ce jeune Stewart, le prince Bonny, qui a réclamé le trône d'Écosse, mais en réalité, tout comme le duc d'Édimbourg, il n'avait d'Écossais que très peu de choses en réalité, puisqu'il était à moitié polonais, certes écossais également, mais n'ayant jamais vécu en Écosse. Bon, la noblesse européenne est, comme vous le savez, très mélangée, cosmopolite, et certainement pas nationaliste dans le sens du peuple qui, lui, est ancré dans la racine, dans le terroir et dans la culture de son pays. Alors revenons à l'Écosse. Alors l'Écosse, les premiers habitants, ce sont les Pictes. Alors les Pictes ont été décrits par les Romains comme des guerriers sanguinaires, nus, peints de symboles bleus. Les Pictes sont-ils des Celtes? On ne sait pas trop, peut-être. Certains le disent. En tout cas, ce sont les premiers habitants de l'Écosse. Alors, il faut bien comprendre que les traces les plus anciennes, 3000 ans avant Jésus-Christ, des bâtiments en pierre, etc. Il faut bien comprendre que l'Europe hérite du Doggerland. Le Doggerland, je vous mettrai un lien, c'est la civilisation des mégalithes, pré-indo-européenne, de ce continent européen bien plus vaste que ce que nous avons aujourd'hui, pendant la dernière glaciation. Les premiers peuples européens qui se sont sans doute d'origine de cet espace qui était globalement entre, on va dire, l'Écosse, l'Angleterre du Nord et le Danemark, la Suède, la Norvège. C'était l'Atlantique, la mer du Nord, pardon, n'existait pas et il y avait à la place des terres fertiles, le Doggerland.
Tout cela est très scientifique, hein. C'est pas une affabulation, c'est tout à fait prouvé. Et quand le réchauffement a eu lieu, le dernier grand réchauffement a eu lieu, la fin de la dernière période glaciaire, les niveaux de l'eau ont monté de manière assez importante et ce territoire a disparu et les habitants du Doggerland se sont réfugiés sur les côtes, Écosse, Angleterre, France, Danemark, Norvège et ainsi de suite. Et ils seraient à l'origine de ces peuples du néolithique, de ces bâtisseurs de pierres, hein, de toutes ces pierres dressées, comme à Carnac en Bretagne, mais également en Écosse. Alors ce n'est pas Stonehenge, hein, Stonehenge un peu plus tard, mais cette civilisation des mégalithes, ce peuple, cette civilisation était pré-indo-européenne. Alors peut-être que les Pictes sont un mélange de ces civilisations, de ces peuples anciens, avec sans doute des migrations indo-européennes, celtiques donc. Toujours est-il, ce sont les premiers habitants de l'Écosse. Et ensuite, venant d'Irlande, les Scots sont arrivés, donc là ce sont des Gaéliques, hein, des Celtes, et ont commencé à peupler l'Écosse avec le roi MacAlpine, qui aurait, dans la légende, massacré la noblesse picte. Bon, on ne sait pas trop, hein, il y a très longtemps, il n'y a pas de traces écrites, bien évidemment. Mais voilà, c'est à peu de choses près ce qu'on peut supposer. Les Pictes n'ont pas cessé d'exister, mais ont dû se mélanger et ont perdu un peu de leur culture. Ensuite, il y a eu, bien évidemment, l'invasion romaine. Alors, l'invasion romaine, César, après avoir maîtrisé la Gaule, lance des attaques sur l'Angleterre actuelle, qui était à l'époque totalement gaélique celte. Hein. Il n'y avait pas d'anglo-saxons, bien évidemment, à cette période. Hein. L'invasion de l'Angleterre débute, il y a eu des résistances, notamment avec la reine Boavista. Les Romains s'installent en Angleterre, puis remontons vers le nord, essayent vainement d'envahir l'Écosse, mais se rendent compte très vite que, les Picto-Celtes sont très belliqueux, et puis c'est une terre quand même au nord, peu généreuse dans le sens où l'agriculture est compliquée, c'est montagneux, c'est une terre dure. Alors ils décident tout simplement de construire le fameux mur d'Adrien. D'ailleurs, il y a 2 murs, comme la muraille de Chine, hein, exactement pareil, pour bloquer toute invasion picto-celte sur les territoires romains. Rome s'écroule, les habitants, les derniers Romains, donc notamment en Francia, en France, mais en Écosse, résistent, perdurent, mais la civilisation change. En France, nous avons la période franque, le règne celtique, à partir du IVe siècle de notre ère, va s'écrouler. C'est le règne des Germains, les Francs arrivent en Gaule, mais également en Angleterre, suite à des querelles, et également, en même temps, c'était pour combattre les Romains, etc., etc. Les Gaéliques, les Celtes, font appel à des troupes anglo-saxonnes, et c'est le début des Angles et des Saxons, c'est le début de la fin du règne celtique en Angleterre, qui se réfugie en grande partie en Bretagne, la petite Bretagne, hein, puisque la Grande-Bretagne, c'était la terre-mère des Celtes, sauf l'Écosse. L'Écosse résiste, reste plus ou moins indépendante, et va, à partir de cette époque, à partir du début du Moyen-Âge, jusqu'à l'Antiquité, va être en guerre incessante contre son voisin anglais, parfois dominé, parfois elle dominera,
Il y aura des alliances royales, il y aura des pactes de paix, des périodes de paix plus ou moins longues, des guerres dures, des batailles gagnées comme à Bannockburn, des batailles perdues comme à Culloden, pour au final, avec le prince Bonny et les dernières grandes révoltes jacobites, céder à l'Angleterre et devenir une des premières colonies anglaises avec l'Irlande, son voisin et cousin. Donc l'histoire de l'Écosse est une histoire de guerre, de révolte, de volonté d'indépendance, mais également, comme avec leurs cousins, leurs lointains cousins gaulois, face à l'ennemi, les Celtes belliqueux, indépendants, claniques, font des alliances avec l'ennemi, contre l'ennemi, des guerres fratricides en permanence, fragilisent et rendent ces pays peu organisés et peu à même à lutter contre une force opposée sérieuse. César le décrit très bien dans la guerre des Gaules. Les Gaulois sont de très bons guerriers, mais faciles à acheter, faciles à corrompre. D'ailleurs, la guerre des Gaules, c'est plus une guerre fratricide entre Celtes, hein, puisque les Romains utilisaient énormément de mercenaires celtes. Eh bien, c'est la même chose en Écosse. Les clans sont parfois unis, parfois adversaires. Des alliances se font, se défont. L'esprit écossais est un esprit vraiment clanique, indépendant, belliqueux. Ayant une conscience nationale, bien évidemment, mais pas au sens moderne du terme. C'est une conscience culturelle, mais clanique. Alors, avec la beauté et l'inconvénient que cela amène, la beauté, ce sont les clans, les tartans, toute cette histoire, toutes ces belles histoires, les derniers résistants aux Anglais, les McPhee, ces histoires de pirates, et ainsi de suite. Mais le mauvais côté, c'est que l'Écosse n'a jamais réellement été unifiée sans l'anglais. Hein? Et c'est très différent de l'Irlande. L'Irlande a, peut-être par sa conversion au catholicisme, ce catholicisme primitif qui est arrivé très tôt en Irlande, peut-être a uni ce pays et ce peuple. Saint-Colombin, quand il vient convertir, cet Irlandais qui vient convertir les Écossais, se confronte déjà au clan, c'est peut-être trop tard. Il n'y a pas un esprit unifié. Alors il y a eu des rois d'Écosse, bien évidemment, il y a eu mais ce n'est pas comparable. Et là, je vais vous faire une petite parenthèse très intéressante. Vous savez que aux États-Unis, il y a un quartier italien, il y a un quartier juif, il y a un quartier irlandais, mais il n'y a pas de quartier écossais. Et d'ailleurs, il n'y a pas non plus de quartier français. Il y a des restaurants, quelque chose, des petites choses, mais il n'y a pas un quartier français et il n'y a pas un quartier écossais. Alors c'est très intéressant. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que l'esprit écossais, qui est proche de l'esprit français, est un esprit très indépendantiste, individualiste. L'Écossais est un individualiste. Il n'a pas cette idée de regroupement, hein, comme l'Irlandais, comme l'Italien, comme le Juif. Alors, bien évidemment, les Juifs, ce n'est pas aussi bien défini, mais enfin, on parle là des Juifs askénazes, hein, les Juifs de l'Est qui se regroupent entre eux, qui ont une culture commune. Eh bien, c'est la même chose pour les Irlandais. Il y a un quartier irlandais, il y a une mafia irlandaise, comme il y a une mafia italienne, comme il y a une mafia askénaze, juive. Mais il n'y a pas de mafia écossaise. Il n'y a pas de mafia française. Alors oui, il y a des bandits, il y a du grand banditisme, des choses comme ça. Mais il n'y a pas cet esprit d'union.
Et ça vient de cet esprit individualiste, de clan. En Écosse, c'est très marqué dans les grandes batailles, dans toutes les grandes batailles écossaises face aux Anglais. Certains clans, la dernière minute, changent de camp. Parfois pour des raisons tout à fait puériles. Un ancien ancêtre tué par un autre clan, etc. etc. C'est des choses qui font que l'Écosse n'a jamais été suffisamment unie et forte pour réellement combattre l'Angleterre, qui, elle, était très unie, très organisée. Et cela a été la même chose pendant la guerre de Gaulle, avec César et les Gaulois. Alors bien sûr, hein, la France, après, a évolué et est devenue la fille aînée de l'Église catholique, la royauté s'est mise en place, mais par un apport germain, par un apport franc. Et c'est très important de le comprendre. En Écosse, il n'y a pas eu... Alors oui, il y a eu une invasion des Normands, hein, des Vikings, et ensuite des Normands de Normandie de France, avec Guillaume le Conquérant, qui a installé en Écosse et en Angleterre d'ailleurs une élite. Hein, les Sinclair, par exemple, en Écosse, ce sont des Normands, hein, ce ne sont pas des Écossais. Alors ça, c'est un apport germain, mais tout comme les Vikings qui ont colonisé énormément de villes en Angleterre, en Écosse et en Irlande, ont apporté un sens d'organisation, c'est clair. Et ça a marqué profondément l'Écosse. Mais ça n'a pas transformé l'esprit clanique écossais. Il n'y a pas cette notion d'un grand pays. Hein. Les Écossais souffrent de cela dans le sens... Et d'ailleurs, les Français aussi, toujours aujourd'hui. Hein. Il est compliqué d'être fier d'être français, il est compliqué d'être patriote ou nationaliste en France, car c'est tout de suite marqué par ce côté nauséabond de l'extrême droite, etc., du racisme, et ainsi de suite. Mais non, c'est pas ça, c'est que c'est très historique, c'est que les Gaulois, comme leurs cousins écossais, sont des individualistes, des gens de familles proches, de clans. En France, ça s'est atténué, bien évidemment, avec l'instauration de la royauté franque, germaine, mais le peuple est resté profondément gaulois, hein, le peuple français. Alors en Écosse, c'est totalement vrai, c'est totalement vrai. Même avec cet apport des Normands, avec les grandes familles arrivées et mises en place par Guillaume le Conquérant, l'Écosse ne s'est pas transformée, elle est restée toujours ce qu'elle est encore aujourd'hui, c'est-à-dire une terre profondément picto-celte, une terre de montagne, une terre rude, un peuple dur, à la tâche, etc. Cet esprit est le fondement de l'esprit écossais, du clan, de cette notion de combattant, de guerrier, car l'Écossais est un guerrier. Et d'ailleurs, tous les peuples de montagne, et là où nous pouvons prendre comme analogie, comme exemple, les Gourkhas ou les Afghans. Les Gourkhas sont, avec les Écossais, les meilleures troupes d'élite de l'armée britannique. Et ce sont des peuples de montagne, ce sont des peuples de couteaux. Hein, l'Écossais a le skiendu. Alors le skiendu, c'est le couteau traditionnel écossais qu'on a dans la chaussette droite, hein, qu'on porte à la chaussette droite. Le skiendu est un couteau qui, si il est retiré de son fourreau, doit être utilisé. Hein. On ne rigole pas avec cela. Et c'est pareil pour les Gourkhas. Ce sont des peuples de montagne et ce sont des peuples de clans et des peuples guerriers. Alors, l'Angleterre a utilisé cette force, ces guerriers écossais, tout au long de son histoire et dans toutes ses guerres. Et malheureusement, souvent, pour des raisons peu honorables. Mais les Écossais sont des gens braves et des combattants, et quand on leur donne une mission, ils la font. Les SAS, ces troupes d'élite, les Special Air Service, qui ont
former tous les parachutistes du monde, les SAS étaient il n'y a pas encore très longtemps, étaient composés à 70% d'Écossais. Les Écossais ont combattu en kilt en 14-18. Les Écossais ont combattu sur tous les fronts. Ce sont de véritables guerriers. Mais ils n'ont jamais perdu l'envie et l'amour de l'indépendance. Toujours aujourd'hui. L'Écosse pourra et peut devenir de nouveau indépendante. Mais c'est complexe dans le sens où des forces politiques jouent en faveur de la destruction des nations. Et aujourd'hui, l'Écosse est une nation avec des liens très étroits avec l'Angleterre. C'est complexe, c'est compliqué. Je suis, moi, fondamentalement pour une indépendance parce que c'est quelque chose qui est dans mes tripes. Mais en réalité, cela ne ferait qu'affaiblir le Royaume-Uni. À l'heure d'aujourd'hui, il est peut-être préférable que l'Écosse ne devienne pas indépendante. Pour des raisons politiques de grande envergure qui dépassent l'amour de la liberté des Écossais. Alors, pour revenir un peu à l'histoire, l'Écosse a été utilisée par les Anglais comme soldats, comme troupes d'élite, et malheureusement a été utilisée de manière peu honorable, complexe en Irlande du Nord. L'Irlande du Nord, l'Ulster, ce qu'on appelle l'Ulster, est en fait composé d'Écossais. Après la dernière grande guerre d'indépendance jacobite avec le prince Charlie, l'Angleterre gagne. L'Écosse est totalement démantelée. Cela va aboutir au massacre de Glencoe, où mes ancêtres du clan Anderson, les pipers, les joueurs de pipe, et également les gardes du corps des princes MacDonald de Glencoe, furent massacrés par les Campbell, ces gentils Campbell, travaillant à la solde de l'ennemi anglais. Après la défaite écossaise, les Anglais ont mis sur le trône d'Écosse un Hollandais. Et il fallait que chaque clan lui prête serment, allégeance. Et cela s'est fait petit à petit. Il y a eu des retards par moments. Et les MacDonald ont eu un peu de mal. Et les Campbell en ont profité pour fomenter de sales coups. Et ont massacré une bonne partie des élites du clan MacDonald et Anderson à Glencoe. Glencoe, c'est une région d'Écosse magnifique. Je vous mettrai les photos. Et c'est la dernière, on va dire, le dernier massacre lié aux guerres d'indépendance écossaises. Puis l'Angleterre démontera les clans, interdira la langue gaélique, interdira le port du kilt, des tartans, de la reconnaissance, jusqu'au XVIIIe siècle, où un Anglais, un tailleur anglais, va inventer le kilt dans le sens moderne du terme, parce qu'avant, les Écossais portaient un plaid. Ils s'enroulaient dans un plaid. Il y avait, certes, des tartans par clan, mais ce n'était pas clairement défini. Cela a été modernisé par un tailleur anglais. La légende dit qu'il était dans une taverne et il pleuvait, comme souvent en Écosse, et un Highlander rentre trempé, et avec son plaid, il ne peut pas se dévêtir, sinon il serait nu. Et là, ce tailleur anglais se dit, tiens, mais il faudrait couper, séparer en deux parties ce plaid, avoir le kilt et ensuite le haut. Bon, ça c'est un peu la légende, c'est peut-être vrai. Toujours est-il que ces histoires de clans, etc., où chaque tartan est bien défini, etc., c'est une invention plutôt anglaise qui va arriver après avec le romantisme du 19e siècle et qui va mettre
au firmament l'histoire des clans. Alors, on ne va pas se plaindre, hein. Moi, j'ai un kilt, j'ai le kilt de mon clan, donc c'est tout à fait aujourd'hui culturel et ancré dans l'esprit de tous les Écossais du monde. Hein. Cette diaspora de 30 à 40 millions d'individus se réclamant appartenir à un clan ou historiquement à un clan d'Écosse. Alors, les Anglais démontent l'Écosse, arrive ensuite Cromwell, le grand et fameux Cromwell, le marteau des Écossais. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Écosse, historiquement, était catholique. À la fin des révoltes jacobites, l'Angleterre, Monsieur Cromwell, ce fou de Dieu protestant, va détruire la plupart des églises catholiques d'Écosse, sauf l'église Saint-Clair. Là, il y a des liens, on pourrait parler, des liens de fraternité, de loge. Mais la plupart des églises sont détruites par ce fou de Dieu, par ce protestant fanatique qui est Cromwell. Massacre et autres, je passe les détails. Les Écossais sont contraints par la force de se convertir au protestantisme et deviennent plus ou moins calvinistes. Une petite élite écossaise reste catholique, mais globalement, le peuple est converti, devient protestant. Puis les Anglais, ayant toujours des problèmes avec l'Irlande qui est ce pays voisin uni par le catholicisme, par un sentiment nationaliste très fort, va en Irlande du Nord être confronté aux Anglais et les Anglais vont mettre en place en Irlande du Nord des Écossais. Hein. Et cette confrontation, en réalité, n'est pas anglaise, et écosso-irlandaise, et religieuse entre ces Irlandais catholiques et ces Écossais protestants. L'Anglais est malin, il est perfide, il sait manipuler. Et les Écossais, en Irlande du Nord, installés depuis de nombreuses décennies maintenant, sont de farouches combattants pour l'Union Jack contre les indépendantistes irlandais. Alors là, je fais une petite parenthèse, puisque beaucoup de gens estiment que l'IRA, les indépendantistes irlandais, c'est un combat noble, etc., etc. Oui, à la base, toute volonté d'indépendance est noble. Le combattant Viet Minh, du FLN, l'Irlandais, l'Écossais en son temps, ont raison de vouloir être maîtres chez eux. C'est indéniable. Mais souvent, ces courants indépendantistes flirtent avec la mafia. Le terrorisme, c'est clair, mais flirtent avec la mafia. L'Irlande du Nord n'en est pas exempt. Il y a de la corruption, il y a de la mafia, il y a du racket. C'est pas très beau. Hein. L'être humain, dans ses plus basses besognes, peut être très vil, très, très mauvais. Alors, je ferme cette parenthèse sur ce romantisme de l'IRA. Hein. Et revenons à l'Ulster, à l'Irlande du Nord. Oui, ce sont des Écossais qui combattent leurs cousins irlandais. Hein, tout cela pour l'anglais. Alors, c'est peu reluisant, c'est triste, mais voilà, c'est ainsi. Les Écossais sont de la chair à canon pour une volonté supérieure germanique, anglo-saxonne, disons WASP, anglo-saxonne, dans le sens WASP, White Anglo-Saxon Protestants. L'Écosse est aujourd'hui totalement dominée par l'Angleterre. Peut-être qu'elle peut voter une certaine forme d'indépendance, mais elle l'est déjà relativement, hein, il faut le comprendre. L'Angleterre a donné beaucoup d'indépendance aux institutions écossaises. Il y a une sécurité sociale en Écosse, une sécurité sociale qui n'existe quasiment pas, enfin, sous une forme très différente en Angleterre. Donc l'Écosse a un certain niveau d'indépendance.
Mais oui, effectivement, l'histoire de l'Écosse est une histoire extrêmement intéressante, un peuple combatif, un peuple guerrier qui a lutté dans des guerres sans merci contre l'anglais, souvent désunis, trahis par les siens, dans des confrontations où ils ont tout donné dans des batailles terribles. Et hélas, ils ont perdu. Ils ont perdu, tout comme les Français ont perdu face aux Romains, car ils n'étaient pas unis. Et ça, et je vais conclure là-dessus, c'est toute la beauté de ces peuples d'Écosse, de ce peuple d'Écosse et de France, ces Gaulois français, ces Celtes français, français, belges, limitrophes. C'est toute la beauté de ces peuples qui sont avant tout des individualistes, des gens de famille, de clans, avec une notion nationale peu forte, car pour eux, ce qui compte, c'est la famille. Donc c'est en soi, c'est d'un romantisme fou, mais d'un point de vue historique et politique, c'est extrêmement faible, puisque une force, même en nombre inférieur, mais organisée, unie, peut tout à fait mettre à mal ces pays, ces peuples. C'est ce que les Anglais ont fait, c'est ce que les Romains ont fait, plus tard les Francs en France, profitant de la désorganisation, de la non-union, des querelles fratricides entre interclans, dans les clans, contre les clans, les Campbell, les MacDonald, et ainsi de suite. Voilà. Je conclus sur ce point-là, cet esprit belliqueux, cet esprit montagnard, cet esprit guerrier, qui définit si bien l'Écosse. Il n'y a pas de mafia écossaise, il n'y a pas de quartier écossais à New York. Les Écossais se sont toujours mélangés avec les autres, tout comme les Français. C'est là une beauté, c'est une force et à la fois une faiblesse, mais l'Écossais est quelqu'un qui s'adapte et qui sait, comme le Français, qui sait s'adapter et se mélanger au peuple autonome. Je terminerai là-dessus, car ça donne une grande idée de la différence entre le germain, c'est-à-dire l'anglo-saxon, ou l'allemand, le casque à pointe, racialiste. Les Germains sont des peuples liés à la race, au sang. C'est très profond chez eux, c'est quelque chose de très important. Les peuples celtes ne sont pas liés à la race, ou tout du moins beaucoup moins. Ils sont liés à la culture. Et alors la France, elle est divisée entre les deux. C'est très intéressant. Mais par contre, regardez les colonies. Dans les colonies françaises, notamment au Canada, au Québec, les Français se sont mélangés avec les Indiens. Les Écossais également se sont mélangés avec les Indiens. Mais pas l'anglo-saxon, pas le germain. L'anglo-saxon ne se mélange pas. L'anglais ne se mélange pas. C'est pour ça qu'il y a cet esprit, une grande différence avec une notion de sang, de communauté raciale qui n'existe pas chez les Celtes ou de manière très différente, qui n'a pas la même importance. Voilà, je termine sur ce point intéressant qui démontre une grande différence entre un Anglais et un Écossais. Et c'est intéressant en soi, entre le celte et le germain. Voilà. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, un peu plus légère sur le thème, un thème qui m'est cher, bien évidemment, l'Écosse. Je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.